pour ce nouveau webinaire, pour cette nouvelle masterclass sur la prise de parole, en l'occurrence la prise de parole face aux médias. Nous allons patienter quelques secondes pour que les retardataires se raccrochent à cette plateforme et nous démarrons à 13 heures pile. Donc, il nous reste encore quelques petites secondes à patienter pour tous ceux, vous êtes déjà 75 à être présents sur cette, voilà, sur cette plateforme pour ce webinaire. Et nous allons donc démarrer à 13 heures pile pour évidemment respecter les timings de tout le monde. Merci à ceux qui sont déjà là. Et puis, bienvenue à ceux qui viennent de se raccrocher. Il est 13 heures, donc je donne le coup d'envoi formellement de ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile, avec aujourd'hui une spéciale dédicace sur la prise de parole face aux médias, une prise de parole qui concerne en particulier les dirigeants, les hauts dirigeants. Bien sûr, si vous ne rentrez pas aujourd'hui dans cette catégorie, vous êtes quand même les bienvenus, mais mon propos va réellement s'adresser aux dirigeants, aux hauts dirigeants, donc ceux qui sont amenés potentiellement à prendre la parole face aux médias. Je m'appelle Sophie Baker et sur ce sujet que je viens de vous décrire, j'ai une double compétence. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio, à Radio France Internationale. J'ai fait beaucoup d'interviews et donc je connais de l'intérieur les attentes, les besoins, les contraintes des journalistes. Et puis, depuis plus de 10 ans, je suis coach en prise de parole sur le champ de la prise de parole au sens large, en particulier sur la prise de parole face aux médias qui va nous occuper aujourd'hui. Donc ce webinaire nous amènera ensemble jusqu'à 13h45, donc pour 3 quarts d'heure. Je l'ai conçu en différentes parties qui s'emboîtent les unes dans les autres et puis surtout, et comme je le fais habituellement, ceux qui me connaissent le savent, je vous propose d'interagir. Donc certains d'entre vous ont déjà mis des petits coucous dans le chat. Donc c'est super. Au-delà des bonjours qui sont très sympathiques, je vais aussi vous proposer d'écrire dans le chat les questions et puis peut-être les réponses à des questions que je vais vous poser durant ce webinaire, une fois encore que je souhaite le plus interactif possible, compte tenu évidemment des contraintes et des limites du distanciel, surtout un distanciel en grand nombre, puisque vous allez être, tout à l'heure, vous êtes déjà 117 et vous serez probablement 200 dans quelques instants. Utilisez le chat et puis, vous avez aussi la possibilité de poursuivre cette ébauche d'échange que nous allons avoir en prenant rendez-vous individuellement avec moi. Vous avez dans la barre d'espace du haut de votre écran une barre verte dans laquelle vous pouvez cliquer sur le prendre rendez-vous. Alors pourquoi prendre rendez-vous? Tout simplement parce que ici, je vais parler des généralités, des grands ensembles. Mais quand vous êtes le dirigeant ou le haut dirigeant en situation de vous retrouver sur un plateau télé, sur une antenne de radio ou interviewé par un journaliste du Figaro, des Échos, de, je ne sais pas moi, le Républicain Lorrain, la Dépêche du Midi, eh bien, vous êtes tout seul, chacun dans une situation singulière, individuelle. Et c'est pour cela que le fait de pousser le curseur un petit peu plus loin sur votre situation personnelle peut être intéressant. Ça ne vous engage à rien à ce stade-là. Donc, allez-y, profitez du lien de prise de rendez-vous. Alors, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais commencer par poser un préalable qui est important. C'est que sur cette question qui est parlée aux médias, pourquoi faire, je vais parler exclusivement des médias, de la presse généraliste grand public. Pourquoi? Parce que d'expérience, c'est celle-là qui vous pose problème. C'est-à-dire votre presse professionnelle. Par exemple, le betteravier pour les agriculteurs planteurs de betteraves, la vie du rail pour les personnes qui travaillent à la SNCF ou à la RATP. Ce sont des médias professionnels qui fonctionnent dans un écosystème, dans une sorte de huis clos. Donc, il n'y a pas vraiment de challenge, au sens où il y a un challenge quand il s'agit d'aller sur TF1, sur BFM, sur RTL, sur Europe 1, sur France Info, ou répondre au Monde, au Figaro, aux Échos ou à La Voix du Nord. Donc c'est vraiment, je vais vous parler vraiment de cette presse généraliste grand public
les médias sociaux sont un autre sujet sur lequel d'ailleurs, personnellement, je suis moins légitime, puisque ma pratique professionnelle a été celle d'un journaliste dans une radio généraliste grand public. Donc j'insiste parce que d'expérience, c'est vraiment celle-là qui vous pose problème. Et donc, c'est pour répondre à cette problématique-là que j'ai imaginé, que je vous ai proposé ce webinaire. Donc, parler aux médias, mais alors pourquoi faire? C'est-à-dire, à quoi ça servirait, je le mets au conditionnel pour tous ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, à quoi ça servirait de parler aux médias, d'être sollicité par des médias? Première question, et je veux bien que vous y répondiez. Bonjour à tous et content de pouvoir vous entendre à nouveau. Ben, moi aussi, je ne sais pas qui m'écrit, mais super de vous revoir. Première question, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu d'image à propos de la prise de parole d'un dirigeant face aux médias? Quand je parle d'enjeu d'image, ça veut dire, alors pas seulement l'image en termes esthétiques évidemment, mais un enjeu d'image, c'est-à-dire un enjeu de mise en visibilité. Est-ce que le fait de passer dans des médias généralistes, grand public, TF1, RTL, Le Monde, Le Figaro, est-ce que ça vous donne une image, une mise en visibilité augmentée? Alors oui, clairement, répond Daniel, je crois. Il faut que je mette mes lunettes pour pouvoir lire le prénom. David, et pas Daniel. Oui, clairement. Alors, David est le seul à avoir cette réflexion sur l'enjeu d'image? Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un dit non? Est-ce que quelqu'un dit non? Est-ce que pour certains, il n'y a pas d'enjeu d'image? Pour l'instant, personne ne dit non. Moi, je dis oui aussi. Bien sûr qu'il y a un enjeu d'image, il y a un enjeu de visibilité. Alors, derrière cet enjeu d'image, moi, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que derrière cet enjeu d'image, n'y a-t-il pas également un enjeu d'influence? Quel est le lien, la connexion entre l'image et l'influence, à votre avis? Alors, c'est difficile de répondre en quelques mots dans le chat, donc je vais auto-répondre à ma question. Mais je vous propose alors la notoriété, oui. La notoriété, c'est, oui, on pourrait dire que c'est la connexion entre l'image et l'influence. Quand je parle d'influence, quand je parle d'influence, je veux parler du pouvoir d'action. Imaginez que vous souhaitiez faire valoir votre point de vue dans un cabinet ministériel. Peut-être pour aller avoir moins d'ambition, on pourrait dire, peut-être que vous voulez faire valoir votre point de vue parce que c'est déterminant peut-être pour la survie de votre entreprise dans la permanence du député de votre circonscription. Peut-être tout simplement pour faire valoir votre point de vue au cabinet du maire de votre commune. Alors faire valoir votre point de vue, c'est quoi? C'est obtenir le report des travaux d'aménagement de la chaussée qui sont juste en bas de chez vous et qui vont bloquer l'accès à votre commerce pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez gain de cause, mais au moins faire valoir votre point de vue et aller proposer au maire, aux députés de considérer votre point. Et donc, plus vous serez visible dans les médias, plus vous obtiendrez vite le rendez-vous dans le cabinet du député, du maire, du ministre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas visible dans les médias, vous avez moins d'images, moins de visibilité et donc vous avez moins d'influence. L'influence, c'est la capacité à agir. En France, il y a souvent un problème avec l'influence, elle est connotée négativement, alors que l'influence, c'est tout simplement se donner les moyens d'agir. Alors, je vois dans le chat déjà des questions ou des réflexions sur la crédibilité, sur le charisme. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est juste en train de se dire, OK, est-ce que c'est utile d'y aller? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller se confronter aux médias? Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a le sujet de la confrontation. On n'y va pas volontiers. On n'y va pas volontiers parce qu'on ne sait pas faire. Ça fait partie des choses qu'on verra dans une prochaine partie. J'ai une troisième considération sur le sujet de la prise de parole des dirigeants dans les médias, c'est la dimension de must. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans certains écosystèmes, pardon, je reviens dans certains écosystèmes, eh bien, aujourd'hui, la hiérarchie va vous demander de savoir parler aux médias.
Par exemple, j'ai appris récemment, hier, que le ministère de l'Intérieur avait décidé d'augmenter les formations en média training des préfets et des sous-préfets. J'ai travaillé avec les douaniers, j'ai fait du média training avec les dirigeants des régions des douanes françaises. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur cahier des charges que de savoir parler aux médias. Donc c'est un must. Alors à votre avis, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de savoir parler aux médias? Première question pour clore un peu cette première partie introductive. Est-ce que vous avez une idée pourquoi j'insiste sur la prise de parole face aux médias versus vos prises de parole habituelles en tant que dirigeant face à votre collaborateur, face à vos collaborateurs, face à vos parties prenantes, face à vos publics externes? Pour comprendre le fonctionnement des médias et mieux s'adapter. Bravo, bonne réponse. Pour maîtriser les messages que l'on envoie, pour faire face aux attaques, pour sauver sa crédibilité. J'aime bien le faire face aux attaques. Oui, ce qu'il faut comprendre, merci pour vos réponses. Savoir réagir correctement face aux questions gênantes. Oui, hem, le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est que la prise de parole face aux médias est un exercice à part entière qui est plus difficile que les situations de prise de parole, je dirais, ordinaires. Même si les prises de parole ordinaires méritent elles aussi que dans le monde d'aujourd'hui, on y passe un petit peu de temps pour gagner en impact, gagner en crédibilité, gagner en légitimité. La prise de parole face aux médias, elle est particulièrement compliquée. Disons qu'elle comporte des clés. Alors, je vais sauter quelques slides et je vais aller directement au slide sur un journaliste qui est Zako. C'est-à-dire que, comme ça a été suggéré par certains d'entre vous dans le chat, pour pouvoir s'en servir des journalistes, il faut savoir comment ils fonctionnent. Je vais juste rétro-pédaler. Je ne vous ai pas montré mon slide win-win. Pourquoi je propose un win-win dans la prise de parole face aux médias? Parce que d'un côté, il y a les journalistes, de l'autre côté, il y a les dirigeants. Ce sont des mondes qui souvent s'opposent. Ce sont des mondes qui souvent ne se comprennent pas. D'ailleurs, il y a une mutuelle incompréhension. Les journalistes ne comprennent pas ou peu ou pas toujours les contraintes, le jargon parfois des dirigeants, leur mode de fonctionnement. Et puis les dirigeants ne comprennent pas le monde médiatique. Et c'est aussi pour ça que souvent, je constate que il y a de la part des dirigeants qui vont intervenir dans les médias ou qui redoutent d'intervenir dans les médias, il y a une posture haute ou parfois une posture basse. Et il y a peu de win-win. Il y a peu de posture à l'équilibre qui considère que le journaliste peut être un business partner. Alors, je vous le fais en anglais, en français, c'est un partenaire économique. Euh, voilà, le journaliste doit devenir un partenaire économique et le porte-parole, le dirigeant qui intervient dans les médias, peut être aussi un partenaire économique pour lui. Je m'explique. Le journaliste a besoin de porte-parole qui sache donner des interviews intéressantes, impactantes, efficaces. Un porte-parole, quand je dis porte-parole, quand je dis porte-parole, c'est le dirigeant interviewé, c'est l'interlocuteur des médias. Un porte-parole qui n'est pas un bon porte-parole, qui ne sait pas délivrer ses messages, eh bien ce porte-parole-là fait une mauvaise émission. Et le journaliste, il n'est pas content parce qu'il n'y peut rien et qu'à un certain moment, malgré tout son talent de journaliste, il ne peut pas changer en cours de route la qualité des messages et la qualité du récit du porte-parole. Donc le journaliste a besoin que vous soyez de bons porte-parole. Et quand vous êtes de bons porte-parole, eh bien, il va vous réinviter. Et vous allez retourner sur ces plateaux ou dans les pages de ces journaux. Quand il identifie ce qu'en journalisme on appelle un bon client, c'est pas très joli, mais c'est pourtant bien ça. Quand le journaliste identifie un bon porte-parole, il le réinvite. Donc ça, c'est le win du côté journaliste. Et puis l'autre win, pour faire un win-win, eh bien c'est le porte-parole, lui, il a intérêt à passer souvent dans les médias pour gagner, comme on vient de le dire, en mise en visibilité, en influence, et puis pour faire correctement le job, quand on lui demande,
quand sa hiérarchie au-dessus de lui, un ministère, une direction, voilà, une direction générale, parfois à l'étranger, demande de faire le job et de passer dans les médias. Donc ce win-win, c'est vraiment de considérer que c'est un gagnant-gagnant en français, c'est-à-dire que le journaliste gagne à avoir de bons porte-parole et un bon porte-parole gagne à faire le job correctement pour sa mise en visibilité, son pouvoir d'influence. Donc c'est pour ça que je pose ce principe du win-win, du gagnant-gagnant. Et si j'insiste, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que trop souvent, le dirigeant, soit il essaye d'éviter les journalistes, parce que tout simplement, il ne sait pas, il a peur, il ne les aime pas, il ne comprend pas les codes, il ne sait pas comment ça marche, il a peur des attaques, comme l'a dit quelqu'un dans le chat, il a peur d'être piégé, ça c'est un mot qu'on me dit très souvent, peut-être que certains d'entre vous l'ont écrit dans le chat, hein, mais voilà, on a peur d'être piégé, on ne comprend pas tout ça, et puis malgré tout, il faut quand même le dire, un plateau télé, pour ceux d'entre vous qui êtes déjà allés sur un plateau télé, c'est quand même impressionnant. Un studio de radio également, c'est quand même impressionnant. Il ne faut pas faire semblant que c'est rien du tout. Donc, il faut acquérir une technique, de la méthode, et c'est de tout cela que je vous parle en connaissance de cause ici aujourd'hui. Donc, pour obtenir ce win-win, eh bien, la première chose à faire, c'est de comprendre comment fonctionne le journaliste, quels sont ses attendus, quelles sont ses contraintes. Alors, je ne vais pas vous faire ici un cours sur le journalisme, mais je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de mieux gérer l'interview, de mieux comprendre comment fonctionne le journaliste et donc de devenir possiblement un meilleur porte-parole qu'on va effectivement aimer réinviter, dit Ange Maxime ou Maxime Ange, je ne sais pas. Les bons porte-paroles sont souvent mieux traités, mais oui, parce qu'ils sont mieux traités, merci pour la réflexion dans le chat, ils sont mieux traités parce que on a de la considération pour le business partner. Donc, d'une certaine manière, oui, ils sont mieux traités ou en tout cas, il y a une relation plus apaisée parce que le journaliste, lui aussi, peut être stressé par la qualité de porte-parole. Et s'il sait qu'il a un mauvais client en face de lui, eh bien, il va avoir plus de stress et peut-être, malheureusement, par ricochet, moins bien traité, je vais mettre des guillemets, le porte-parole. Donc, la bonne pratique, dit Ange Maxime, la préparation et la maîtrise du sujet permettent de minorer les risques. Oui, c'est exactement ce que nous allons voir dans un troisième et un quatrième temps. Ici, je vais vous donner quelques clés de compréhension. Comme je vous le disais juste avant, un journaliste, Kesako, comment ça marche voilà, pour que vous sachiez mieux vous en servir. 3 clés. La première clé, c'est de comprendre que quand vous avez un journaliste seul face à vous, soit parce qu'il est venu tout seul avec son micro, éventuellement avec sa caméra à l'épaule pour enregistrer dans votre bureau une interview. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est que la partie émergée de l'iceberg et que derrière lui, il y a tout un collectif. La production éditoriale est une production collective et c'est la conférence de rédaction qui est garante et qui organise le travail de toute la production éditoriale pour la diffusion. On a l'habitude de dire que la conférence de rédaction, à ne pas confondre avec la conférence de presse, la conférence de presse, c'est vous, le dirigeant, qui avez invité les médias pour vous écouter, mais la conférence de rédaction, c'est ce qui se joue parfois plusieurs fois par jour, en tout cas très régulièrement dans les médias. Et quand ce sont des radios ou des télévisions d'infos en continu, c'est plusieurs fois par jour. La conférence de rédaction va choisir les sujets et les angles de traitement qui vont être mis à voir par les téléspectateurs ou les auditeurs, par exemple maintenant à 13h ou pour ce soir à 20h, etc. Donc le menu des journaux, les choix des sujets à traiter, la manière de les traiter, et donc la commande de tel ou tel sujet et donc de telle et telle interview, elle est collective. On dit que la conférence de rédaction est souveraine, donc les choix sont faits collectivement. Et donc le journaliste, quand il arrive, eh bien, il est envoyé par un collectif, par une équipe, comme une entreprise, comme une autre. Donc,
il n'est pas, il répond à des contraintes, à des consignes qu'il a reçues, de son côté. Et il n'est donc pas, tout seul un électron libre et ça c'est je me suis rendu compte que cette dimension-là était souvent pas insuffisamment considérée. Autrement dit, le journaliste, il arrive avec une commande et vous, vous êtes supposé rentrer dans la commande. D'où l'intérêt de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la commande éditoriale. Donc, la conférence de rédaction avec des impératifs de diffusion. Deux, la question du temps. J'ai évoqué rapidement l'information en continu, donc les chaînes de radio et de télévision en continu. Elles ont une production qui est absolument accélérée depuis 10 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, les journalistes de ces chaînes-là produisent chacun 2, 3 sujets par jour avec des contraintes de diffusion qui sont extrêmement resserrées. Pour schématiser, depuis entre, on va dire, la fin du XXe et aujourd'hui, en 20-25 ans, eh bien, on a considérablement augmenté le nombre de sujets traités dans les médias et considérablement augmenté la vitesse de traitement, c'est-à-dire les sujets passent beaucoup plus vite, sont plus nombreux et passent beaucoup plus vite. Autrement dit, le journaliste vous appelle à 10 heures pour un sujet en diffusion à midi. Certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté cette chose-là. Et donc, vous, il faut que vous puissiez comprendre la demande pour pouvoir répondre en oui ou répondre en non, mais comprendre pourquoi c'est urgent à ce point-là et quelles sont, une fois encore, les contraintes, les attentes, les impératifs des journalistes pour savoir jouer la partie du mieux possible pour vous. Pas pour lui faire plaisir, mais faire pour vous. Et puis, la troisième chose qui est importante aussi de souligner, c'est que cette vitesse de production et de diffusion fait que la plupart du temps, vous avez en face de vous des journalistes qui ne connaissent pas vos sujets, ou en tout cas qui n'ont absolument pas eu le temps de le travailler, ou qui ne connaissent pas à hauteur de ce que, évidemment, vous connaissez vos sujets. Donc, il va falloir que vos réponse soit autonome par rapport à la question qui n'est peut-être pas une question légitime, peut-être pas une question que vous jugez intelligente, peut-être pas la question la plus pertinente. La question n'est pas de répondre aux questions, mais de répondre à la situation qui fait qu'on est venu vous interviewer. Et ça, c'est vraiment une clé sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder ici parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Mais si ce sujet-là vous intéresse, contactez-moi, on en reparle. Je vous explique mieux pourquoi il faut que vos réponses soient autoporteuses, en quelque sorte détachées de la question. Parce que la question, elle vient à l'esprit du journaliste un peu comme elle vient. Il n'a souvent pas le temps de préparer, ou en tout cas pas de préparer de manière approfondie. Je vois passer une question qui dit: est-ce que l'intervieweur peut-il choisir son journaliste? Alors, de manière générale, la réponse est résolument non. Vous, c'est pas vous le chef. Sauf une presse professionnelle. Sauf quand Macron décide de donner une interview sur TF1 et France 2 et que là, certainement qu'en tant que président de la République, il y a des négociations en coulisses pour dire que cette interview-là sera peut-être plutôt faite par Gilles Boulou ou plutôt faite par Anne-Sophie Lapix. Mais ça, ce sont des situations exceptionnelles. Vous, en tant que qui vous êtes, et une fois encore, je mets la presse professionnelle de côté, vous n'avez absolument pas les moyens de dire à RTL: moi, je veux que ça soit Philippe Dupont ou Jean-Marie Dujenoux qui fassent l'interview. Ça ne se voit pas dans cette presse-là. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par détacher? Il faut sortir du sujet. Non, il ne faut pas sortir du sujet. Il faut se détacher des questions, c'est-à-dire répondre aux questions comme vous voulez y répondre en tenant compte du cadre de l'interview. Imaginez qu'on vienne vous interviewer sur la maîtrise de l'inflation parce que vous êtes le patron d'une enseigne de distribution, ou parce que vous êtes un agriculteur, ou parce que vous êtes un économiste. Le sujet, c'est la maîtrise de l'inflation. Okay. Et donc, quelles que soient les questions qu'on va vous poser ou quasiment, vous devez répondre à la situation, au sujet, si vous préférez, qui déclenche l'interview et non pas formellement à la question au sens premier du terme. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Ça, c'est une réplique célèbre de Georges Marchais dans les années 70. Donc ça, c'est vraiment
un point clé et c'est en cela que, comme je vous le disais, la situation, de prise, de parole face aux médias est une, situation très spécifique, très particulière et pour laquelle il convient, de se former peut-être ou en tout cas de se renseigner sur les clés, sur les clés de fonctionnement en fait pour, voilà, pour ne pas se faire piéger. Vous ne vous ferez pas piéger si vous savez ne pas répondre à la question tout en répondant à la situation, bien sûr. Parce que si vous racontez, comment l'herbe est verte alors qu'on vient vous interroger sur l'inflation, bah, évidemment, il y aura un trop grand écart et ça ne collera quand même pas. Alors, je vois passer aussi une question sur la presse écrite. Alors, la presse écrite, ça n'existe plus. C'est-à-dire que la presse dite écrite, Figaro, Les Échos, Libé, la Dépêche de Midi, ont des débouchés sur le web. Et dans leurs débouchés web, il y a des vidéos, il y a des sonores. Donc, considérez que toute la presse fonctionne de la même façon, avec les mêmes impératifs de rapidité, puisque les médias de presse dite écrite que je viens de citer, eh bien, rafraîchissent leur page web, là aussi, au moins 3 fois par jour, matin, midi, soir. Donc, dans le cerveau d'un journaliste, il n'y a plus de distinction entre la presse dite écrite et la presse audiovisuelle. Les mécaniques de production éditoriale sont identiques. Voilà, je peux continuer de répondre en one to one, mais je vais continuer, si vous voulez bien, parce qu'on a encore pas mal de trucs à se dire et que l'heure tourne. Je voudrais vous emmener maintenant sur le sujet, j'essaie de retrouver mes slides, je voudrais vous emmener sur le sujet de la stratégie. Votre stratégie, puisque dans le titre, je vous ai dit, je vous ai dit que c'était une stratégie win-win. Donc, j'ai expliqué le win-win, mais pour l'instant, je n'ai pas expliqué stratégie. Et j'ai mis au pluriel parce qu'il y a plusieurs niveaux de stratégie pour devenir un bon interlocuteur des médias et donc augmenter la visibilité de votre image, augmenter votre pouvoir d'influence. Stratégie d'abord de relations presse. Je me suis rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, parfois même de taille importante, il n'y avait pas une réelle stratégie de relations presse. Il y avait une stratégie de communication, parfois, pas toujours, une stratégie de relations presse qui est pas suffisamment efficace, impactante. La stratégie de relations presse, ça consiste à se demander dans quels médias je veux me faire entendre, voir, dans quels médias je veux être lu. Qu'est-ce qui est bon pour le développement de mon enseigne, de mon entreprise ou de ma notoriété à moi personnellement en tant que patron. Donc, quel est le média, le ou les médias dans lequel c'est utile pour moi de me mettre en visibilité? Est-ce qu'il vaut mieux, si je suis en région par exemple, est-ce qu'il vaut mieux que je commence par contacter la PQR, la presse quotidienne régionale? Est-ce qu'il vaut mieux que je contacte une radio locale? Alors, vous avez les France Bleu, hein, le réseau de France Bleu, qui est la radio publique. Vous avez aussi des radios locales très influentes. Je pense à Radio Mont-Blanc, en Pays de Savoie. Pour ceux qui viennent de là-bas, il y a beaucoup de… voilà, il y a une grosse mise en visibilité par Radio Mont-Blanc de tous les acteurs économiques et politiques de la région Savoie. Donc évidemment, c'est un média qu'il faut contacter. Vous pouvez même, d'une manière raisonnable, inviter le rédacteur en chef à déjeuner avec vous pour que vous lui expliquiez tranquillement ce que vous faites, comment vous faites, quelle est votre activité, comment ça se développe. Ça ne veut pas dire que vous aurez une interview en retour, hein, c'est pas comme ça que ça marche, mais au moins il saura que vous existez, que vous vous intéressez à ce qu'il fait et que vous commencez à installer ce gagnant-gagnant, ce win-win dont je parlais. Sur la question des communiqués de presse, s'ils ne sont pas écrits comme les journalistes attendent, ils partent à la poubelle et parfois ça coûte très cher de faire des dossiers de presse avec des belles photos, etc. Donc, développer plutôt une stratégie de relations presse plutôt en présentiel. Voilà, vous essayez d'entrer en contact avec le journaliste, avec son chef, avec le rédacteur en chef, pour installer du relationnel au sens professionnel du terme, comme vous invitez vos clients à déjeuner parfois. Quelles sont les limites liées à cet exercice, me demande quelqu'un. Je ne sais pas de quel exercice vous parlez, donc je vais continuer. Donc, stratégie des relations médias, ça veut dire développer, vous demander à quel endroit vous voulez atterrir et comment faire pour y atterrir. Après,
il y a une stratégie de porte-parole. Autrement dit, qui dans votre entreprise est habilité à prendre la parole et sur quel sujet? Je vais prendre un exemple pour illustrer ce point. C'est très important la stratégie de porte-parole là, parce que je me suis rendu compte qu'en général, quand il y a une demande d'interview dans une entreprise, eh bien, on y colle celui qui veut bien ou celui qui est disponible ce jour-là. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure personne, peut-être que ce n'est pas la personne la plus habilitée à prendre la parole. Donc, cette dimension de stratégie de porte-parole là, que je traduis par qui dit quoi, en quelles circonstances, c'est également un sujet sur lequel il est assez intéressant de s'appesantir. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes le patron d'une PME qui développe un nouveau système de réfrigération des aliments, par exemple. J'ai inventé ça ce matin. Et vous avez un expert chimiste qui a développé un nouveau procédé de réfrigération. Et c'est sur cette expertise que tourne votre entreprise. Vous avez 2 porte-paroles possibles. Vous avez l'expert et vous en tant que dirigeant. L'expert sera plus expert au sens technique du terme, à condition qu'il sache vulgariser, rendre accessible son expertise. Il sera un bon porte-parole. Et puis le dirigeant, lui, il aura plus une expertise, il sera plus un porte-parole que je vais appeler politique au sens large du terme. Politique au sens de la chose publique. Et puis, la troisième stratégie, c'est la stratégie des contenus, ce qu'on appelle les EDL, les éléments de langage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dire ce mot, les EDL, les éléments de langage? Vous connaissez ou pas? Oui, non? Il n'y a plus personne là, vous êtes le chat est atone là. Je ne sais pas si vous écoutez religieusement ou si voilà, oui, oui, non, non, oui, je connais. OK, les EDL. Non, vous ne connaissez pas les EDL. Éléments de langage. OK, c'est bien, le chat se réveille. Stratégie de contenu, c'est se demander de quoi je vais parler et comment je vais tourner mon propos de manière à ce que le journaliste et son public comprennent facilement. Vous écoutiez religieusement, dit quelqu'un, d'accord. Okay. Donc, la stratégie de contenu, donc la construction des EDL. EDL, c'est les éléments de langage. EDL. Stratégie de contenu, stratégie d'éléments de langage, c'est se demander qu'est-ce que je raconte et comment je le raconte. Et là aussi, il y a une spécificité journalistique, c'est-à-dire que le journaliste, lui, dans sa pratique professionnelle, il va extraire des morceaux d'interview de votre interview. Vous allez avoir des citations, que ces citations soient des morceaux de vidéo ou des morceaux audio ou des morceaux de texte. Et donc, il faut savoir que vos propos vont être sortis du contexte. Je mets des guillemets parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. On dit « Oh là là, mais ça va être sorti du contexte ». Oui, c'est comme ça que ça marche. Et même si vous êtes en direct, à la fin du direct, on va ressortir des morceaux et on va garder la petite phrase. Vous savez, c'est le phénomène de la petite phrase. Vous connaissez le phénomène de la petite phrase? Oui, non? Est-ce que c'est la même chose que les PNL? Alors moi, je connais les PNL, je connais PNL, programmation neurolinguistique. Rien à voir avec les EDL. Là, on mélange tout là, hein. Dans les EDL, les éléments de langage. D'ailleurs, j'aime pas trop parler des éléments de langage parce qu'en fait, les éléments de langage sont des choses extrêmement conceptuelles habituellement. Moi, je préfère parler des éléments de preuve. Donc, pour construire un contenu qui convienne aux journalistes et qui soit, une fois encore, autoporteur. C'est-à-dire que, indépendamment des questions, votre récit, vos propos tiennent, sont intéressants, sont impactants. Eh bien, vous et le journaliste, vous avez besoin de savoir construire en mode court, clair et concret. Autrement dit, face aux médias, on ne raconte pas toute l'histoire, on raconte un morceau de l'histoire qu'on va choisir en amont en fonction de sa stratégie. Alors, il y a aussi la stratégie de communication qui est peut-être une quatrième stratégie que là, j'ai écartée. Donc, on va se demander quel est le morceau qu'on met en avant parce que le journaliste va garder très peu en timing. Et puis, donc ça, il faut que ça soit court, donc il faut que ça soit resserré en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on ne se disperse pas. Il faut que ça soit clair
au sens où il faut qu'il y ait peu de mots d'une certaine manière et il faut que ça soit très concret. Le journaliste va vraiment avoir besoin, pour jouer en mode win-win, il a besoin que vos propos soient extrêmement concrets. Concret, ça veut dire à l'inverse du conceptuel. Il faut que ça soit visible. Il faut que vous puissiez expliquer comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, comment ça marche, en prenant un exemple, un seul, en prenant un exemple et en le décortiquant, en le dépliant pour que ça soit très visible, très factuel, très concret. Et donc ça, c'est tout l'art de la construction des contenus face aux médias, c'est d'aller chercher le bon morceau, le bon exemple et de savoir le transformer. Je dis le transformer parce que souvent dans la vraie vie, on est très conceptuel, on est dispersé, on a des longueurs, on prend beaucoup de place pour expliquer des choses longuement et les médias, eh bien, ils vont, avoir besoin de quelque chose de très court, de très concret. Il y a une question que je trouve intéressante, est-ce qu'on peut lui donner une synthèse papier de 5-6 lignes pour éviter les dérives? Alors votre question, elle est vraiment intéressante et merci de la poser. Ma réponse est ni oui ni non. En fait, le journaliste n'aime pas qu'on lui souffle les questions. Il prétend qu'il sait faire son métier. D'ailleurs, il a raison, il a été formé pour cela, il a son ancienneté et il sait faire son métier. Donc, ça peut être mal perçu. Ça se fait plutôt à l'oral, dans un échange avec soit avec le journaliste présentateur qui va faire l'interview, soit avec son producteur, son assistant. Et à ce moment-là, oui, résolument, c'est une bonne idée de lui dire, bah, écoutez, moi, en tant que porte-parole, en tant que dirigeant de cette entreprise-là, moi, je suis particulièrement habilité à vous parler plutôt de ça. Hein, donc, à lui faire des propositions de ce que vous allez pouvoir lui dire. Et ça amène, c'est pour ça que votre question est vraiment très intéressante, ça amène à dire que tout ce que je vous explique dans toute cette démarche, en fait, mon intention, elle est que vous preniez la main, en tout cas au moins sur votre partie. Souvent, les interlocuteurs des médias se trouvent en posture basse, ils sont en défensif, ils attendent la question pour y répondre. Plus vous serez à hauteur d'équilibre, en win-win, gagnant-gagnant, plus vous prendrez la main, pas sur l'interview, mais plus vous prendrez la main sur la partie que vous jouez dans l'interview, c'est-à-dire vos réponses aux questions, et bien plus le résultat sera intéressant des deux côtés du terrain, pour reprendre une métaphore sportive, tennistique. Donc, vous voyez, Marocco, alors essayez plutôt à l'oral, quand vous êtes dans l'échange du calage de l'interview, de dire bah, écoutez, je vais plutôt parler de ceci, je vais plutôt parler de cela, est-ce que ça vous convient? Vous voyez, plutôt comme ça que de lui mettre un papier sous le nez qui aurait comme ça quelque chose d'un peu formel et qui pourrait être mal perçu dans ce que moi je connais de cet écosystème journalistique. Voilà, je crois que, j'espère que j'ai répondu voilà, comme vous le souhaitez. Il n'aime pas qu'on demande des relectures d'articles avant diffusion. Alors, non seulement il n'aime pas, mais dans la presse généraliste, grand public dont je vous parle, résolument, il n'y a pas de relecture. Oui, Macron ou les services de l'Élysée relisent l'interview au Monde. Mais dans les process qui sont tellement rapides, tellement tendus, votre parole, une fois qu'elle a franchi vos lèvres, eh bien, elle vous appartient, elle a franchi vos lèvres, c'est tant pis pour vous. Donc non, il n'y a pas de relecture dans ce monde-là, il n'y a pas de visionnage. Il faudrait vraiment des circonstances absolument exceptionnelles pour que vous obteniez gain de cause. Et j'irai même plus loin, le simple fait de demander une relecture, une réécoute, un revisionnage, fait de vous un mauvais client et vous disqualifie. Vous ne serez pas un bon business partner, vous n'êtes pas dans du gagnant-gagnant. Pour être dans du gagnant-gagnant, il faut comprendre ça aussi, c'est-à-dire que le journaliste considère, et moi je ne peux pas lui porter tort, il considère que vous êtes propriétaire de votre parole et que vous la maîtrisez. Et les questions, ces questions, ne doivent pas vous faire dévier de ce que vous aviez l'intention de dire et donc de maintenir vos propos, évidemment en étant capable d'argumenter, de défendre votre point de vue, d'argumenter d'une manière, je garde le slide sous les yeux, là, court, clair et concrète. Donc, il y a vraiment une expertise de construction des éléments de langage, du propos, la méthode du losange,
qui est ma marque de fabrique. Et ceux qui me connaissent, vous avez dû vous avez dû voir passer. Donc, c'est intitulé La méthode du losange, que j'ai créée et qui est ma méthode d'intervention quand j'accompagne un champion sur ces situations de prise de parole face aux médias, mais en toute situation. Eh bien, je vais appliquer les outils que j'ai mis dans cette méthode du losange. Et c'est une méthode de construction de messages. Donc, dans cette méthode, vous avez vraiment tous les éléments, les outils pour pouvoir construire euh, vos prises de parole face aux médias avec toutes les spécificités qu'on vient de dire. Alors, je vais terminer, puisqu'on est quasiment à la fin de ce webinaire, il nous reste 5 minutes. Je vais vous expliquer comment j'accompagne en média training, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, vous voyez sur cette image, eh bien, j'ai une caméra. Alors, elle est moins volumineuse, moins impressionnante que la caméra qu'il y a sur cette représentation imagée. Mais en tout cas, je vous accompagne alors, sur vos différents niveaux de stratégie. Mais quand on en arrive à la stratégie de contenu, eh bien, nous mettons dans des situations d'interview au plus près du réel. Et puis, je branche la caméra et moi, je joue mon rôle de journaliste. Je vous pose des questions et puis ensuite, j'enregistre vos réponses. Et puis ensuite, nous débriefons ensemble et nous débriefons le fond, la forme. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la méthode du losange, eh bien, vous savez que ma proposition, c'est de considérer que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Donc, quand votre récit est bien amené, quand vous êtes au clair avec le morceau de l'histoire que vous voulez raconter, quand vous êtes tranquille sur le fait que vous savez faire court, clair, concret, eh bien, votre non-verbal va également s'installer dans la meilleure situation possible, que ce soit votre posture, votre gestuelle, vos mimiques, le sourire, le regard, le débit de voix, toutes les composantes du non-verbal. Donc, c'est vraiment en travaillant la construction du message, des contenus, que vous allez pouvoir augmenter l'impact du non-verbal. N'oubliez pas, c'est un élément très important. Et le premier observateur de votre non-verbal, eh bien, c'est le journaliste qui vous interviewe avant même ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Donc, évidemment, si vous avez l'air de douter, si vous êtes hésitant, si tout votre corps traduit un inconfort, qu'est-ce qu'il va penser, le journaliste? Qu'est-ce qu'il pense, le journaliste, de vous quand vous êtes mal à l'aise? Allez-y dans le chat, un dernier petit round de chat là. Qu'est-ce qu'il imagine dans sa tête, le journaliste, quand il voit que vous, le patron, qui connaît tout, qui est en position de responsabilité, eh bien, quand il voit que vous ne savez pas répondre ou que vous êtes hésitant, bah oui, il ne maîtrise pas son sujet, pas de crédibilité. Il me cache quelque chose. Mais oui, William, mais oui, le journaliste, mécaniquement, il se dit, tiens, c'est bizarre, il ne sait pas, donc il n'est pas à l'aise, il n'est pas pro, rajoute quelqu'un, il ne dit pas la vérité, rajoute encore quelqu'un. Mais oui, excellent tout ça. Il me cache quelque chose. Et ça, c'est naturel, c'est un mécanisme cognitif. Donc, ce n'est pas la faute du journaliste s'il croit ça, c'est votre faute. Parce que votre non-verbal n'est pas à la hauteur de votre expertise à cause de l'effet du stress. Exactement, évidemment aussi. Donc, il faut absolument que votre non-verbal soit à la hauteur de qui vous êtes et de votre image pour que cette mise en visibilité soit la meilleure possible. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'enjeux derrière tout ça. Et que ça ne s'improvise pas sur un coin de table et que c'est encore plus exigeant. Il y a un loup, dit quelqu'un. Oui, oui, il y a un loup là. S'il n'est pas à l'aise, il y a un loup. Et quand il y a un loup, bah, c'est que c'est flou. Et si c'est flou, c'est quoi ce dirigeant? Donc, voilà, si c'est flou, ça c'est Martine. Comment elle s'appelait la fille de Jacques Delors. Donc, voilà. On est quasiment à la fin de ce webinaire. Mon propos est de vous dire, vous avez tout un... Aubry, merci. Vous avez tout intérêt à jouer une stratégie d'adresse aux médias parce que ça installe votre image, votre notoriété, votre capacité d'influence. Et dans le monde d'aujourd'hui qui est extrêmement concurrentiel, dans lequel des situations peuvent changer d'un jour à l'autre, je crois, moi, résolument, que c'est une stratégie qui
continue de installer la position de votre entreprise sur un marché. Donc, c'est une stratégie que vous devez embarquer, moi je crois, mais attention, vous n'avez pas le droit de jouer n'importe comment et c'est très important que cette mise en visibilité dans les médias, elle soit nickel, tip top, qu'elle vous mette en valeur, qu'elle vous mette en visibilité positive. Et donc pour ça, il y a vraiment des clés, des trucs à travailler. C'est pas énorme, c'est 2, 3, 4 séances, mais au moins vous partirez, vous serez tout équipé. Et puis, en situation de crise, là où c'est les médias qui vont vous chercher et où vous serez obligé de monter face aux médias, je ne vous le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent aussi dans la vraie vie. Ça sera l'objet de notre webinaire de rentrée au début du mois d'octobre. Si ça vous intéresse, revenez, on parlera de la communication de crise qui est, alors elle, pour le coup, vraiment rattachée au sujet que nous avons évoqué aujourd'hui sur cette, voilà, sur cette stratégie de relation face aux médias. Il est 45, je vous quitte, prenez soin de vous, j'espère vous retrouver ailleurs, sous d'autres formes, en rendez-vous, pourquoi pas. Et puis, à bientôt et suivez-moi sur LinkedIn. Ciao, ciao, merci à tous.